Donc bonjour à tous et bienvenue, au webinaire, présenté par Ovalo CX sur, quand l'intelligence artificielle transforme nos centres de contact, pardon. Merci pour votre présence. Donc je vais faire une rapide présentation. Donc moi, je suis Florian Montet, donc delivery manager chez Ovalo et responsable de toute la partie, réalisation, des développements et des prestations d'offres, des offres Ovalo CX, sur les solutions SICAS. Je suis accompagné de Mathieu, donc qui est un expert, centre de contact et encore plus sur, Genesys Cloud, et c'est aussi un de nos spécialistes sur l'IA et sur tous les sujets, qui s'y rapprochent. Donc on fait partie d'Ovalo, cabinet de conseil. Donc on a une quarantaine de consultants, experts centre de contact. Et dans le cadre de notre activité Ovalo CX, on accompagne nos clients sur le déploiement et la maintenance, de leurs solutions, SICAS, sur les principales, solutions du marché, enfin les leaders, les plus grosses, quoi. Dernier élément que je voulais vous préciser, vous avez en bas de votre écran, à droite, des boutons, sur lesquels, vous aurez potentiellement besoin, c'est, sondage, questions et chat. Donc sondage, c'est Mathieu qui va vous les pousser en cours de présentation. Et il y a aussi questions sur lequel, on vous encourage à poser vos questions plutôt sur cet onglet-là, plutôt que sur, chat. Ce sera plus simple pour y répondre. Et puis finalement, chat, je pense que vous avez compris à quoi ça servait. Donc Mathieu, je te laisse prendre la suite. Merci Florian. Aujourd'hui, l'objectif du webinaire est de faire un petit tour et une petite vue des évolutions des derniers mois dont on a pu entendre parler, qu'on a pu voir sur les réseaux, sur les news, tout ce qui est autour des IA et d'évolution de celles-ci très rapide des derniers mois, et essayer de regarder ça d'un regard un peu autre et spécialisé sur la partie centre de contact et quel est l'avenir. Bien sûr, je ne vais pas vous donner exactement l'avenir, hein, je n'ai pas de boule de cristal et je ne sais pas comment ça va évoluer et à quel moment, mais en tout cas, je peux vous apporter notre point de vue de Valo et de moi-même sur cette évolution, quels en sont les impacts aujourd'hui au quotidien et quels en seront les impacts demain, et notre vision de qu'est-ce que ça peut apporter au centre de contact et quelles en sont les limites. Donc on va commencer par une première vision, déjà pour comprendre un peu qu'est-ce que les IA, pour ceux qui en ont une moins bonne vision, quelles en sont les évolutions depuis les derniers mois et quelle en est aussi l'origine et l'historique et le lien avec le centre de contact et les bots. Donc déjà, les IA, on en parle depuis quelques temps. Je pense qu'à moins que vous soyez resté un an dans une caverne au fin fond, vous avez au moins entendu parler dans les journaux télévisés, voire plus. Faut avoir une vision globale de la chose pour bien la comprendre, mais déjà en quelques mots, quelques chiffres. Depuis surtout septembre dernier, on a entendu parler énormément de DALL-E en génération d'images, de Midjourney. Depuis plusieurs années, on entend parler d'intelligence artificielle avec des termes comme deep learning, comme euh, le machine learning et tous ces termes-là. Mais récemment, en début d'année, on a vu arriver ChatGPT comme étant la nouvelle IA, le nouveau fonctionnement. Alors derrière, il y a énormément de technologies, il y a aussi énormément de modèles et de fonctionnements d'IA qui existent différemment, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, celle qui apparaît le plus, c'est ChatGPT, et on en amuse un peu du langage autour de ça, mais ça montre bien l'importance qu'elle a eue sur le grand public au niveau des connaissances des IA.
En quelques chiffres, autour des intelligences artificielles, il y a eu 40 milliards d'investis en 2022. On parle de 67 milliards pour 2023 et avec un objectif de 1300 milliards en 2032 d'après certains analystes. Donc c'est vraiment des chiffres qui sont exponentiels et qui ont énormément bougé. Mais on va le voir juste après, ça date pas d'hier. Le travail sur les intelligences artificielles, c'est même très ancien. Et c'est une évolution qui est somme toute logique, mais peut-être pas vue du grand public. 71% des Français disent en avoir entendu parler, comprenant là-dedans les personnes âgées jusqu'aux plus jeunes, donc c'est assez large. 45% des 18-24 ans l'ont déjà utilisé et seulement 18% des plus de 35 ans. Même en entreprise, on l'utilise déjà beaucoup et cependant 68% des utilisateurs en entreprise disent l'utiliser sans en avoir parlé à leurs supérieurs, ce qui peut avoir quelques implications, on le verra aussi durant la présentation. Et dans les personnes qui l'ont déjà utilisé et qui connaissent un peu la technologie, les trois quarts pensent aujourd'hui que c'est une nouvelle révolution industrielle qui arrive. On va mettre aussi de l'atténuation sur ce chiffre-là, puisque les nouvelles révolutions industrielles, on en a tous les 2 ans avec les nouvelles technologies et certaines ne vont pas plus loin. Et déjà, pour revenir un peu sur l'historique, les IA et les bots, on va reparcourir assez rapidement d'où ça vient et comment ça a évolué ces dernières années, en commençant par notre cœur de métier autour des centres de contact et plus spécialement des bots. Donc déjà, qu'est-ce qu'un bot en termes de définition? L'objectif d'un bot, c'est d'être une technologie automatisée qui est programmée pour exécuter sans intervention humaine certaines tâches. Donc malgré que ce soit l'humain qui puisse en être instigateur de l'action, l'objectif c'est que le bot soit capable d'effectuer l'action seul. On considère que les bots sont une forme d'intelligence artificielle parce qu'il est amené à reproduire des facultés dont seul un être humain est capable, comme parler, voir, apprendre, socialiser et ou raisonner. Ça a commencé les bots dès 1966, donc c'est quand même vieux, ça a plus de 60 ans. Et le MIT travaillait sur un bot qui s'appelait ELISA. À l'époque, il tenait en 3 pages de code, mais il avait la capacité de répondre à des questions. Avec un peu de recul, en regardant aujourd'hui, ELISA était surtout capable de simuler une discussion et de reposer des questions à l'utilisateur qui lui en posait, et pas vraiment d'y répondre. Dans les années 2000, on arrive l'explosion et le départ d'Internet, et le vrai départ des bots, puisque avant ça, ça n'avait pas trop d'utilité, surtout pour les sites commerçants qui se multiplient et qui ont besoin d'avoir quelque chose de plus rapide, d'automatisé, de réponse immédiate pour accrocher les clients. Donc c'est une grande expansion durant entre les années 2000 et 2010, ça arrive un peu sur tous les sites. Souvent pour 2 raisons principales, le soutien du client, donc pour répondre à ses questions quand il se connecte, et le télémarketing pour essayer d'accrocher le client qui passe sur le site et de l'envoyer sur un conseiller. Ils sont au départ très personnalisés avec des avatars et on a vu évoluer pendant les années que peu à peu on a fait disparaître les avatars humains pour en arriver à des avatars plus robotiques, car c'est quelque chose qui pouvait effrayer les consommateurs de voir un avatar humain qui répondait le mieux possible à ces questions. Mais dans ces années-là, encore jusque dans les années 2010, les chatbots n'essaient pas du tout de comprendre les questions d'utilisateurs. C'est plus l'idée de répondre par une détection de mots-clés avec un schéma programmé et bien précis pour répondre aux questions de l'utilisateur, simplement sur des questions autour des mots-clés.
En 2010, l'intelligence artificielle commence à s'intégrer dans les bots et surtout au niveau du grand public avec Google et Apple qui sortent des assistants vocaux, Siri et Google Assistant. Et là, on voit un vrai step parce que lors de la sortie de ces assistants vocaux, on a l'impression d'avoir un vrai échange avec quelqu'un, avec une personne. Déjà, c'est vocal, c'est plus que écrit. Et surtout, certains échanges sont assez bluffants pour permettre de s'y méprendre. Il faut bien voir que la technologie derrière est encore balbutiante et malgré la grande hype qu'il y a au départ des années 2010 autour de ça, en se disant que d'ici quelques années, tout allait faire par les assistants vocaux, on a bien vu que leur utilisation en sont restées vraiment très limitées à des tâches assez simples comme mettre une alarme, écouter lancer une écoute de musique ou lancer la navigation quand on est en voiture, et trouver une adresse. Quelques chiffres autour de ça. 55% des personnes qui ont un téléphone portable disent utiliser l'assistant vocal et un tiers d'entre eux au moins une fois par jour. On a 77% des personnes qui considèrent que ça améliore, qui l'utilisent, qui trouvent que ça améliore leur quotidien. En tout cas, ça permet de faciliter certaines tâches. Par contre, il y a quand même un Français sur deux aujourd'hui qui disent encore avoir des craintes autour de ça, surtout sur la gestion des données personnelles. En 2014, c'est la continuité de ces assistants vocaux, mais là, elles arrivent dans notre quotidien, dans notre maison et pour tout le monde avec les enceintes connectées, comme Amazon Echo et Google Home. Encore une fois, beaucoup de hype autour de ça et de dire que Amazon Echo va pouvoir nous permettre de passer des commandes sur Amazon comme ça en un clin d'œil, surveiller notre frigo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils utilisent au quotidien pour faire ça? Ça reste quand même très limité. Donc c'était encore beaucoup d'attentes autour de ça avec un constat, c'est que ça ne marche pas très bien et qu'on n'a pas envie d'être contrôlé par ces enceintes plutôt que nous qui les contrôlions. En 2016, Facebook Messenger est encore très utilisé et ouvre sa technologie aux bots, aux assistants bots conversationnels. Et il y en a énormément qui fleurissent à ce moment-là. Toujours très orienté sur une tâche très précise. Par exemple, pour vendre un billet d'avion, vendre un billet de concert, vendre des habits en permettant de choisir la couleur et la taille de celui-ci de manière simplifiée. Mais du coup, ça amène ça dans les messengers, dans les outils de chat en direct et pas que dans les centres d'appel et autour des entreprises. En France, différentes initiatives sont lancées. En 2017, par exemple, on voit la RATP qui lance Robot Paper pour guider ses usagers, ou le Crédit Mutuel, CIC, qui en 2016 sollicite ses employés pour alimenter, en répondant à des questions et en alimentant des bases de données pour leur futur bot Watson d'IBM. Ce qui a amené une levée de bouclier des syndicats à ce moment-là et qui a stoppé le projet parce qu'ils avaient de fortes inquiétudes autour des conséquences à moyen et long terme sur l'emploi dans la banque. Et enfin, autour des bots arrivent des technologies de détection d'intention autour des années 2017, comme Dialogflow, qui permettent un vrai step sur la qualité des bots qu'on peut retrouver sur les différents sites web. Encore quelques chiffres autour de ces bots. 59% des Français apprécient de pouvoir poser une question à toute heure au niveau avec les chatbots, et 67% par contre préfèrent, dès qu'ils ont un vrai problème, parler à un conseiller. On voit quand même la limite des bots. 75% apprécient tout de même pouvoir répondre, avoir une réponse à toute heure du jour et de la nuit, donc quand ils sont disponibles, et 84% considèrent que la compréhension des questions est le premier frein à l'utilisation des bots. Parce que on tourne en rond, parce que quand on pose une question, la réponse est très générique, voire à côté de la plaque.
Et donc ces études-là, ça a été fait par BotNation autour de près de 2000 professionnels qui ont des retours sur les limites que peuvent leur apporter les bots. Donc on voit que les bots ont été fortement déployés durant ces années-là, avec toujours une limite, c'est la capacité de répondre de manière fluide et de remplacer réellement. Ils ont tendance à se contenter surtout à répondre à la place d'une FAQ, et ça limite le déploiement de cela et le vrai usage au quotidien sur les différents sites web. Ce vrai frein qui est la compréhension et la capacité de bonne réponse des bots, la meilleure manière d'avancer sur cette technologie-là, c'est l'intelligence artificielle. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Mais l'intelligence artificielle, ça date pas d'hier. C'est très vieux, puisque déjà au XVIIIe siècle, on simulait une intelligence artificielle avec le Turc mécanique qui jouait aux échecs. C'était un automate. Bon, en réalité, c'était une vaste arnaque, hein. Il y avait une personne de petite taille qui était dans l'outil et qui jouait à la place. Mais déjà à ce moment-là, on avait l'impression qu'on pouvait avoir des automates intelligents qui jouaient aux échecs. Euh, Du coup, la vraie démarrage de l'intelligence artificielle et du travail autour de ça a commencé dès Turing en 1950 avec l'arrivée de l'informatique. Et dès 1956, on cadre un peu quelle est la définition d'une intelligence artificielle. Comme quoi, la vision est que chaque aspect d'un apprentissage et des caractéristiques de l'intelligence peut être précisément défini comme avec des tâches simples, et donc qu'une machine va, dans plus ou moins longtemps, réussir à le faire aussi bien que l'humain. Ils pensent déjà dans ces périodes-là, quand ils réfléchissent à l'intelligence artificielle et à l'évolution des machines, que d'ici une dizaine d'années, une machine pourrait jouer aussi bien que les meilleurs joueurs d'échecs. Donc on est dans les années 60 avec comme objectif d'arriver dans les années 70 à un joueur d'échecs le meilleur joueur d'échecs battu par une intelligence artificielle. Mais ça n'a pas été aussi rapide puisque dans les années 70, on en est à Marvin Minsky qui lui travaille sur tout ce qui est notion d'apprentissage automatisé, donc machine learning, et le concept de neurones artificiels dès les années 70. Et il travaille sur un outil qui s'appelait le perceptron et qui arrive à reconnaître des lettres. Dès ces années-là, on arrive à afficher une lettre et à la faire reconnaître par une intelligence artificielle. Du coup, l'idée est que d'ici 3 à 8 ans, une machine serait assez intelligente pour avoir une intelligence générale d'un être humain. Donc là, on est dans les années 70. Mais là, grosse désillusion, le travail sur l'intelligence artificielle descend énormément et on arrive dans les années 97 seulement à avoir Deep Blue d'IBM qui arrive à battre Kasparov aux échecs. Donc on est très loin des avancées aussi rapides et fulgurantes qu'il n'espérait. Et pour le coup, Deep Blue est un super calculateur plus qu'une intelligence artificielle. Et il permet de battre Kasparov simplement parce que il arrive à prédire des coups près de 200 millions par seconde à l'avance. Et donc, ça lui permet d'avoir une bonne vision du jeu. Durant les années 2000, ce qui arrive aussi, c'est la vision un peu qui fait peur. Dès les années 70, on a un film de Mien, le Odyssée d'espace, qui parle d'une intelligence artificielle destructrice. Mais dans les années 2000 arrivent les films Terminator, Matrix, et qui parlent d'intelligence artificielle aussi destructrice, qui fait peur au grand public en fait. Mais ça n'empêche pas l'évolution et le travail derrière autour des intelligences artificielles. En 2010, on arrive à une première intelligence artificielle d'IBM qui arrive à gagner au Jeopardy, donc vraiment sur des questions ouvertes. Donc pas de calcul prédictif, mais vraiment le fait de comprendre et d'avoir une grosse base de données de connaissances. On en est à la même période sur l'essor des assistants vocaux, comme on l'a vu.
Et le deep learning sert dans les années 2010 énormément déjà dans le quotidien avec de la traduction améliorée, de la recherche plus efficace dans Google et de la planification d'itinéraires. On arrive seulement en 2016 à une vraie intelligence artificielle qui arrive à battre Lee Sedol au jeu de Go, qui est estimé comme l'un des jeux les plus complexes puisque le nombre de possibilités à chaque coup est tellement énorme qu'un simple calcul ne permet pas de gagner. Et donc c'est pour ça que la technologie a mis autant de temps à arriver à cet effet-là, c'est qu'un Deep Blue qui a battu aux échecs Kasparov ne peut pas gagner au jeu de Go. Et enfin, les années 2020, 2022, le grand public découvre DALL-E 2, GPT-3 et ChatGPT et découvre un grand step sur les intelligences artificielles qui n'est pas réellement nouveau par derrière, qui se travaille depuis des années, mais qui est vraiment basé et l'aboutissement des technologies et des améliorations technologiques autour du machine learning et du deep learning et des nouvelles technologies autour de l'intelligence artificielle. Mais du coup, l'intelligence artificielle générative, qui est celle qui a vraiment qui s'est vraiment popularisée ces derniers mois, est-ce qu'une révolution ou simplement l'évolution de ce qui a émergé et été travaillé ces dernières années? Pour cela, il va falloir qu'on rentre un peu plus dans le cœur du fonctionnement de ces IA par la suite. Mais surtout, avoir cette vision-là va permettre de comprendre pourquoi aujourd'hui on a un tel écart entre les chatbots qu'on avait ces dernières années et les assistants virtuels et la technologie qui a émergé avec ChatGPT et pourquoi on a l'impression que c'est arrivé d'un coup. En réalité, depuis des années, la limite du machine learning, c'est sa spécialisation. C'est-à-dire qu'un assistant vocal, qu'un ordinateur qui joue au Go ou qui répond au Jeopardy a amassé une énorme quantité de données et a nécessité un entraînement très spécifique sur une tâche précise. Et c'est comme ça qu'il est bon. Si on travaille sur la reconnaissance d'image, par exemple, qui a été fortement améliorée depuis les 10 dernières années, on va montrer à un enfant un chat, un chien, peut-être 4-5 autres images, et en 5 minutes, il aura compris ce que c'est un chat, ce que c'est un chien, et vous allez pouvoir lui montrer des dizaines d'images, il va les repérer sans problème, même si le chien est au deuxième plan, un peu derrière. Une machine, si on veut lui apprendre ce que c'est un chat ou un chien, on va pas lui dire un chien, ça a des oreilles, des yeux et autres, mais on va lui montrer énormément d'images, mais des millions d'images de chats et de chiens, et lui dire à chaque fois si c'est un chat ou un chien, et que lui apprenne à les reconnaître. Du coup, l'intelligence artificielle va faire d'énormes calculs, va stocker énormément d'informations derrière sur les critères qui différencient un chat d'un chien. Et après des heures d'apprentissage, vous allez pouvoir lui montrer des photos et il va reconnaître correctement le chat du chien, mais pas sans erreur. Et surtout, si vous lui montrez une photo où il y a 3 chiens et un chat, il va pas comprendre et il va pas savoir quoi faire. C'est la grosse limite de l'intelligence de ce machine learning, c'est qu'il est spécialisé pour une tâche et il va pas forcément pouvoir comprendre ce que vous voulez derrière. Et donc, il ne va pas définir, avoir en tout cas une idée réellement de ce que c'est un chat. Il va juste avoir énormément de données qui lui différencient un chat d'un chien. Si on revient sur le langage, pourquoi il est si difficile d'arriver à une intelligence artificielle qui est mieux que pour répondre à des questions simples et précises? C'est que quand vous demandez à une intelligence artificielle qui a été entraînée pour ça, combien de pattes a un chien, il va vous répondre 4, vous allez pouvoir lui dire c'est vrai. Et du coup, il va pouvoir l'apprendre. De la même manière, durant l'apprentissage, si vous lui demandez en quelle année Christophe Colomb a découvert l'Amérique et qu'il vous répond 1832, vous allez pouvoir lui dire que c'est faux. Et du coup, il va apprendre de ça. Par contre, si vous lui demandez qu'est-ce qui est le plus mignon, le chat ou le chien,
comment lui dire si c'est bon ou si c'est pas bon sa réponse. Il n'y a pas de vrai et de faux là-dedans. Et c'est ça la grande limite du deep learning et du machine learning jusque dans les années, un peu avant les années 2020. Et c'est là que l'arrivée des nouvelles IA va vraiment faire la différence. Parce que elles vont avoir une grande quantité de données et vont avoir un contexte de la conversation et vont prendre en compte tout le contexte pour pouvoir répondre. Donc ces nouvelles intelligences artificielles, c'est basé sur des modèles de fondation. GPT en est un, ça veut dire Generative Pre-trained Transformer. Et en réalité, c'est pas vraiment une intelligence qui va vous répondre. Il ne comprend pas ce que vous lui dites et il ne va pas comprendre et interpréter la phrase que vous lui donnez. GPT-2, historiquement, qui est le modèle juste avant, avait été entraîné avec 1,5 milliard de paramètres. Alors, qu'est-ce que c'est un paramètre? C'est durant l'entraînement, on va lui donner énormément d'informations et il va déterminer avec des poids quelle est l'importance de chaque information et va pouvoir trier dans une genre de grande base de données tous les mots qu'il va découvrir avec des poids et des liaisons entre eux. Et donc, quand on dit 1500 milliards de paramètres, c'est ces poids dont on parle. Et plus il a de paramètres, plus il va être efficace et plus il va comprendre ce qu'on va lui demander et réussir à répondre correctement. Par exemple, et du coup, le fonctionnement de GPT en lui-même n'est pas de comprendre la phrase et d'y répondre, mais de compléter un texte. Mais il va y avoir des limites à ça. Parce que quand on va compléter un texte, par exemple, si je donne une phrase le cheval aime manger et que je lui demande de compléter cette phrase, il va pouvoir répondre des carottes ou de l'avoine. Car c'est certainement ce qui est le plus probable dans tout ce qu'il a appris, dans tout ce qu'il a vu. Mais il pourrait répondre des champignons. C'est pas incohérent, ça se mange. Et je ne sais pas si les chevaux aiment les champignons ou pas, mais en tout cas, ça fait partie des réponses possibles à une phrase où on parle d'un animal qui mange quelque chose. Derrière, comment fonctionnent ces modèles de langage? Si on prend l'exemple de GPT-3, du coup, qui est vraiment celui qui a fait connaître OpenAI et les modèles prédictifs de génération de texte, GPT-3, lui, a été entraîné avec 175 milliards de paramètres. Vous voyez, il est 100 fois plus gros que son prédécesseur. Et on lui a envoyé énormément d'informations en entrée. Donc, il a eu une grosse partie de pages web, les Wikipédia dans toutes les langues intégralement, le GitHub de différents projets de codage pour apprendre à coder, et une grosse partie de son information, près de 50% des données sur lesquelles il a été entraîné sont en anglais, mais pas que. Ce qui va lui donner énormément de capacité parce que nativement, le langage va comprendre l'anglais, mais va comprendre aussi les autres langues sur lesquelles il a été entraîné. Et donc, avec ce fonctionnement de je prédis le prochain mot qui va arriver, le modèle de langage, par défaut, là on parle pas de ChatGPT, mais vraiment de GPT-3, va pouvoir compléter par rapport à tout ce qu'il a emmagasiné comme information pour essayer de compléter la phrase. Donc si je lui donne par exemple la phrase Louis Pasteur a découvert le vaccin contre la rage en, il va prendre toutes les informations qu'il a autour des mots que je lui ai donnés, donc Louis, Pasteur, vaccin, rage. Lui, il les a dans une table où ils sont répartis et définis avec des poids différents et plus ou moins rapprochés pour pouvoir savoir s'il y a une liaison entre ces mots. Et donc, il va faire la liaison entre tous ces mots et il va avoir pas loin la date 1885. Et donc, il va regarder les pourcentages et découvrir voir que 1885, pour lui, c'est probable à 98% que ça soit la suite logique. Et donc, il va répondre ça. Donc, c'est comme ça que fonctionnent ces modèles-là. C'est vraiment en prédisant
qu'est-ce qui va arriver comme mot par la suite par rapport à tout ce qu'il a vu avant. Mais ça apporte une énorme limite, c'est que en réalité derrière il ne comprend pas ce qu'il dit et il ne comprend pas ce qu'on lui demande. Du coup, si je lui pose la même question, donc là ça a été fait avec GPT-3, Mathieu Free a découvert le vaccin contre la rage en 1800 quelle année, et il va répondre aussi 1885. Et pour lui, c'est même plus probable que Louis Pasteur, c'est à 99%. Parce que, en effet, Mathieu Free, il n'a pas découvert les mots dans sa base parce qu'il ne les connaît pas. Mais par contre, vaccin, rage, découverte, ils sont liés entre eux et ils sont liés à 1885. Au point qu'il continue de manière logique pour lui le texte avec une explication qui continue ma phrase en disant que le vaccin contre la rage a été développé par, et il reprend les mots qu'il a eu avant parce qu'il a le contexte, donc il va dire que c'est moi qui l'ai découvert, et considéré comme l'un des plus anciens vaccins conçus, et ainsi de suite. Parce que dans la suite probable de mots, comme il intègre le contexte, pour lui, le plus probable, comme on parlait de moi juste avant, c'est de dire que c'est Mathieu Free qui l'a découvert. Bien sûr, OpenAI qui a publié ChatGPT n'est pas parti sur ce modèle-là à brut pour pouvoir en faire ChatGPT. Sinon, il aurait été vraiment très limité. Il n'aurait pas eu l'effervescence qu'on lui connaît. Mais il a pris ce modèle GPT-3 et il va le conditionner. Donc le conditionnement, il va se faire en plusieurs étapes. Déjà, après l'avoir entraîné de manière globale sur une énorme quantité de données, on va l'entraîner sur des textes sélectionnés qui ont été écrits par des humains et spécifiquement orientés vers ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire d'être un chatbot. Donc ChatGPT est basé sur GPT-3 et ensuite on l'a réentraîné avec des séries de questions-réponses en mode bot pour lui expliquer ce qu'il devait faire et comment il devait fonctionner. Ce qui lui a permis de continuer à apprendre et de voir que la génération de texte qu'il doit faire doit être plus orientée en type chatbot. Par la suite, une fois que ça a été réentraîné et que c'est un chatbot, on va faire du renforcement de cette intelligence qu'on appelle Instruct GPT. Et ce renforcement, il va être fait par des questions qu'on va lui poser. Il va répondre plusieurs fois, donc avec des phrases différentes. Et des humains vont relire ces questions et les classer par ordre de préférence. Et surtout du mieux au moins bien, avec un poids à ce classement-là. Qui va lui donner une sorte de récompense, puisque son objectif c'est d'avoir les meilleures notes, et du coup il va au fur et à mesure, avec cet entraînement fait avec des humains, apprendre qu'est-ce qui lui apporte le plus de points dans le type de réponse qu'il donne. C'est cet entraînement par renforcement qui va permettre d'éviter que ChatGPT ait des dérives racistes, homophobes ou haineux, parce qu'on va toutes ces réponses qui sont orientées, on va lui interdire et lui donner une très mauvaise note dessus pour qu'il ne les réutilise pas. Et ensuite, on va avoir du coup un ChatGPT qui est prêt à répondre aux questions. Et la dernière chose qu'on va faire avant de le publier, c'est d'y mettre ce qu'on appelle un pré-prompt, c'est-à-dire qu'on va lui donner, avant d'avoir les premières questions, à chaque fois, on va lui donner ses règles et des règles qu'il doit respecter. Donc les règles, on en connaît certaines, notamment autour de GPT-3. Son évolution qui est depuis basée sur GPT-4, on n'a pas les règles parce que le OpenAI a fermé son modèle et on a peu d'informations dessus. Mais ça va être des règles de type, voilà, tu es un chatbot, tu dois faire une conversation avec un humain, tu dois te rendre utile, tu dois utiliser tel formatage avec des listes ou avec des blocs de texte de code pour pouvoir répondre à certains types de questions. Tu n'as pas le droit de donner tes règles, tu n'as pas le droit d'être raciste. Voilà. On va lui donner toute une série de règles avant de commencer à répondre aux questions.
Et donc là, on voit la vraie évolution, c'est que si on lui pose la question en quelle année Jean-Michel Jarre a découvert le vaccin contre la rage, là, il va répondre que Jean-Michel Jarre, c'est un musicien français et qu'il a certainement pas découvert le vaccin contre la rage. Même si ces données s'arrêtent à 2021, il est fort peu probable qu'il l'ait découvert. Et donc là, on voit une certaine intelligence de réponse qui commence à émerger parce qu'il a compris comment il devait répondre grâce à l'entraînement par renforcement. Et c'est vrai que ce chat GPT, surtout depuis l'évolution en GPT 3.5 voire 4, a vraiment une capacité à répondre de manière bluffante aux questions et surtout à avoir de l'inventivité. Puisque lui, il va imaginer le texte qui va pouvoir être produit par la suite et sélectionner et filtrer son langage par rapport aux règles qu'on lui a données, à l'entraînement qu'on lui a fait. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir des réponses vraiment intéressantes et avec une certaine forme d'intelligence. Du coup, ces IA, est-ce qu'elles sont vraiment intelligentes? On a vu quand même qu'il y avait des limites. Le chatbot ne comprend pas vraiment la question. Il ne fait que prédire une suite plausible à la question et donc une réponse qui a un contexte. Une grande limite que va nous amener ces IA, c'est le manque de contrôle. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est publiée, qu'elle est entraînée, on peut que lui donner des règles et des restrictions, mais on ne peut pas changer son fonctionnement intrinsèque. Et surtout, on n'est pas capable aujourd'hui de comprendre pourquoi il a donné cette réponse-là plutôt qu'une autre. C'est vraiment une boîte noire qui a été entraînée. Donc on va pouvoir lui donner des règles, mais ces règles, comme toute règle, ont toujours une limite, c'est qu'elles peuvent être dépassées si on lui pose les bonnes questions. Et donc il va pouvoir être détourné en posant correctement, en posant des prompts spécifiques. L'amélioration que va nous apporter par contre ces IA, c'est que ça va être des bots qui vont être facilement multilingues, ce qui des fois pose de gros problèmes pour les bots. Elle simule une réponse qui est tellement cohérente qu'elle fait vraiment illusion à du langage. Et elles peuvent répondre à de nombreuses questions vraiment de manière très large. Et enfin, elles utilisent un langage qui est tout à fait convaincant pour les réponses humaines. Du coup, ces IA dans les centres de contact, quels peuvent être leurs usages? On a vu que historiquement, jusqu'à aujourd'hui, on a 3 types de bots qui existent. Il va y avoir d'abord les bots par mots-clés qui détectent un mot qui en donne une réponse, qui sont plus tout à fait utilisés aujourd'hui. L'amélioration de ça a été les bots par intention, c'est-à-dire qu'en comprenant et en étant entraîné sur une série de phrases, il va interpréter une intention dans une liste qu'on va lui avoir donnée. Et grâce à cette intention, avec un arbre de décision, on va pouvoir reposer une autre question ou faire une action derrière avec les bots. Et ensuite, on va avoir les bots conversationnels, donc les bots qui vont être basés sur une intelligence large language model, donc type ChatGPT. Du coup, en termes de réaction, qu'est-ce qu'on va avoir? Si on prend le premier, si on lui pose la question où en est ma livraison de commande, il va répondre, il va voir commande et livraison, et c'est tout. Et derrière, on va pouvoir faire des actions par rapport à ça. Si on utilise une détection d'intention, il va découvrir, il va voir que, il va pouvoir comprendre que c'est l'intention derrière et un suivi de livraison. Si on pose la question un peu différemment et qu'on demande cela fait 3 fois que je vous contacte pour savoir où en est ma livraison, un bot conversationnel, lui, va pouvoir détecter plusieurs choses. Déjà que c'est pour du suivi de livraison, que la personne est pressée et que potentiellement elle est agacée. Mais par contre, il ne fait que répondre aux questions et donc il peut inventer. On ne peut pas vraiment le contrôler. Et donc, il va peut-être être amené à lui répondre, ne vous inquiétez pas, monsieur, votre commande arrive chez vous dès demain. Oui, sauf qu'en fait, l'information, elle vient de nulle part. C'est lui qui peut l'avoir inventée et qui peut répondre comme ça sans aller chercher l'information de réellement où est son colis et où il en est. Et donc, si on veut pouvoir utiliser ces IA demain dans nos centres de contact, il va être vraiment important d'avoir deux visions. Le premier, c'est quelle
quelle est la valeur qu'on apporte aux clients par ces modèles de langage. Aujourd'hui, on peut déjà en voir certaines. Ces modèles de langage simulent bien la conversation. Donc, la première chose qui va pouvoir améliorer l'intelligence artificielle dans nos chatbots, c'est la fluidité et la compréhension des questions. À nous derrière de programmer correctement ces IA avec des prompts bien faits pour qu'ils nous en sortent une intention et derrière faire une action. Car ça va être l'autre point de faiblesse de ces IA, c'est que ce n'est que des IA conversationnelles. Elles vont répondre aux questions. Si on les cadre bien, elles vont y répondre correctement, mais elles ne vont pas détecter d'intention et d'objectif puisqu'elles ne comprennent pas réellement la conversation et ce que veut le client. Et la deuxième chose, c'est que l'intégration de ces IA va être importante puisque c'est ces intégrations-là qui vont faire que derrière, on va pouvoir déclencher des vraies actions, car les IA ne vont pas faire d'action. Lors du lancement de ChatGPT, certains s'effrayaient déjà d'avoir une intelligence globale qui a la capacité de détruire le monde, comme on a pu voir dans les films. Or aujourd'hui, même s'il existe des choses qui permettent de faire tourner en boucle et d'arriver à des tâches précises qu'on doit faire par rapport à une question avec ces chatbots, il n'empêche que ça reste un chatbot qui n'a que la capacité de répondre aux questions. Il n'a pas la capacité aujourd'hui d'action derrière. Et donc, c'est l'intégration qu'on va faire avec ces chatbots qui va être important pour pouvoir avoir une vraie vision de l'intérêt et de l'apport qu'on peut faire aux clients. Je vous propose rapidement une petite démo de ce que peut donner un chatbot connecté à ChatGPT autour de la détection de mots-clés et d'intentions. Alors juste avant le Ouais. début de la démo, je voulais vous rappeler que vous pouvez poser vos questions en bas à droite et qu'on y répondra à la fin, principalement Mathieu, hein. Oui, tout à fait. Et qu'il y a la partie sondage que vous pouvez remplir aussi. Je vous remercie. Donc, rapidement, ici, le chatbot a été connecté. Donc, c'est un chat sur Genesis Cloud qui a été connecté sur un site web et qui derrière est connecté directement à ChatGPT. C'est-à-dire qu'il lui envoie les questions, il a les réponses et il les donne telles quelles et lui donne à chaque fois le contexte. Le seule chose qui a été mise dans le chatbot, c'est un pré-prompt. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est une première série de règles et d'indications de ce qu'on veut qu'il fasse. Car ChatGPT est général et donc, par défaut, il ne va pas répondre aux questions comme on le veut. Donc, j'ai créé un prompt derrière qui lui explique que c'est qu'il est conseillé de Ovalo Assurance, donc une entreprise fictive qui vend des assurances auto et d'autres types d'assurances. Et là, je veux qu'il réponde aux clients qui le contactent parce que il a soit une question commerciale, soit il a un dégât chez lui, un problème et il veut de l'assistance. Je lui ai donné certaines règles, comme par exemple, à la fin de la conversation, je veux qu'il résume ce qui a été dit, qu'il récupère les informations nécessaires pour traiter son problème et qu'il me catégorise dans une liste de catégories que je lui ai données, quelle est pour lui l'intention la plus proche de ce que veut le client. Ce qui va me permettre, moi, derrière avec Genesis Cloud, par exemple, de router la conversation directement sur un conseiller ou sur une autre action. Alors là, il n'y a pas d'intermédiaire du tout, c'est directement connecté à ChatGPT, donc la latence est, il y a une certaine latence. Donc vous voyez déjà, la première chose, donc là j'ai identifié le client comme étant Monsieur Martin. Je lui ai dit qu'il pouvait personnaliser le chat pour être plus empathique et donc y mettre de la personnalité et simuler un nom. Donc voilà, directement il me répond bonjour et bienvenue chez Ovalo Assurance. Je m'appelle Marc, je suis là pour vous aider. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider aujourd'hui? Donc si je lui dis par exemple j'ai subi un dégât des eaux dans ma salle de bain, il va du coup analyser ça, envoyer la question à ChatGPT et me répondre à la question. Et donc tout de suite, on voit que il y a une forte personnalisation et une humanisation des réponses qui est vraiment troublante. Donc je suis désolé d'entendre ça. Tout d'abord, puis-je vous demander votre adresse actuelle
afin de vérifier si nous sommes en mesure de vous offrir une couverture de type incident, pour ce type d'incident. Alors, mes réponses sont pas toutes programmées parce que tout simplement, à chaque fois que je l'interroge, il me répond quelque chose de différent. C'est ça aussi qui fait la force de ChatGPT, c'est que il va être inventif. Même si je lui pose la même question au départ, la question qu'il va me poser ensuite ne sera pas toujours la même. Donc je lui donne une adresse, peu importe. Pouvons également donner l'année de naissance. Donc là, il demande en fait des informations sur moi pour essayer d'avoir un maximum d'informations, parce que je lui ai demandé d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir traiter ma demande. Donc je suis heureux de vous répondre que votre assurance habitation, donc il a détecté que c'était lié à l'assurance habitation et non pas à l'assurance auto, comprend la couverture pour le dégât des eaux. Pourriez-vous me donner plus de détails sur le dégât des eaux dans votre salle de bain de façon que je puisse mieux comprendre? Donc là, je vais lui répondre une phrase classique. C'est arrivé hier, ma baignoire a fui et j'ai 20 litres d'eau dans la salle de bain, le parquet s'est décollé. Donc il va interpréter tout ça et va faire une suite qui lui paraît logique, je comprends. Avez-vous pris des photos des dégâts des eaux et du parquet décollé? Donc il reprend le contexte, de déterminer l'étendue des dégâts. Par ailleurs, vous avez déjà effectué des travaux et engagé. Donc là, je vais lui répondre non, je n'ai pas de photos, parce qu'il ne m'a jamais posé la question comme ça, donc je n'ai pas de phrase toute prête. Je n'ai fait que éponger, mais aucun travaux. Donc là, on va voir ce qu'il va nous répondre. Pas de souci, nous allons trouver une solution. En tant que titulaire d'assurance Ovalo Assurance, vous pouvez faire une réclamation pour les dommages causés. Nous enverrons un expert chez vous. Et vous voyez, ce qui est assez fort là-dedans et troublant, et en même temps un peu effrayant, c'est que il prend des initiatives de répondre comme s'il était un conseiller de Valo Assurance. C'est-à-dire qu'il dit par lui-même que ça va être pris en charge et qu'on va envoyer un expert. Sauf que dans le prompt, je lui ai jamais dit qu'il avait le droit de faire ça. Et du coup, c'est là une des grosses limites qu'on va avoir avec un outil aussi général que le ChatGPT pour son utilisation directe, c'est qu'il n'est non contrôlable. Il va pouvoir répondre ce qui lui semble le plus cohérent en fait. Oui, je voudrais que ce soit pris en charge. Il en arrive même que si on lui pose des questions sur une nouvelle assurance, il va en faire un devis par lui-même et me donner un prix d'assurance parce que ça lui paraît cohérent et que dans une phrase de ce type-là, lui donner un prix, c'est cohérent, même s'il a aucune capacité derrière à réellement faire un calcul de prix. Donc là, il me demande quelques informations supplémentaires, un numéro de téléphone. Du coup, hop, je vais lui donner rapidement. J'aimerais bien arriver à la fin pour qu'il me résume et me donne la catégorisation. Voilà. De la même manière que ici, si je lui donne un numéro de téléphone complètement mal formaté ou autre, il ne va pas faire de vérification derrière. Ça, c'est des choses qu'il faut ajouter lors de l'intégration dans le chat GPT en termes d'intermédiaire. Voilà, donc là, il considère que la conversation est terminée. Il me répond encore tout un pavé dans lequel il reprend mon prénom parce que je lui ai donné juste avant, donc tout ça cohérent. Il dit que la procédure va se faire. Et à la fin, donc là, c'est la partie récupérée dans Genesis Cloud. Donc c'est la fin de la conversation. Il m'a renvoyé entre crochets la catégorie dégâts des eaux. Donc il a bien compris ce que c'était. Et du coup, moi, grâce à cette catégorie-là, je peux faire un traitement derrière avec Genesis Cloud. Donc voilà, c'était pour vous montrer les capacités qu'a le bot à faire ça, à faire vraiment illusion et surtout à bien
répondre aux questions de manière très convaincante. Si on revient sur l'évolution, pour demain, quel peut être l'apport de l'IA dans nos métiers? Donc, on a vu que depuis déjà une dizaine d'années, il y a différents types de bots qui sont arrivés, qui ont été déployés sur nos systèmes. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie assez forte qui arrive, on parle de disparition des emplois, que on ne va plus avoir besoin de conseillers clients parce que la réponse va pouvoir être générée automatiquement. Ici, c'est d'autant plus troublant qu'un chat GPT, comme on a pu le voir, répond vraiment de manière convaincante. Avec un peu d'affinement, on pourrait même ne pas découvrir que c'est une IA qui a derrière. N'empêche que derrière, ça reste un langage prédictif qui est effectué, c'est-à-dire qu'il détermine qu'est-ce qu'il y a de mieux. Même si c'est convaincant, il y a quand même des grosses limites. Mais vraiment, l'état de l'art de ChatGPT nous montre vraiment les capacités d'un tel langage. Du coup, de notre point de vue, aujourd'hui, il n'est pas intégrable, envisageable en tout cas d'intégrer ChatGPT comme on l'a fait là en direct vis-à-vis des clients, surtout s'il y a des données contractuelles derrière, des échanges avec des vrais clients. On voit qu'il prend des initiatives, qu'il est non contrôlable et qu'on pourrait le détourner assez facilement. Par contre, il y a des utilisations qui ont déjà été commencé à être implémentées et démontrées. Si vous avez fait un tour au salon de la relation client il y a 2 mois de ça, vous avez pu voir quelques exemples. Je vais en reprendre rapidement les exemples de 2 entreprises ici qui utilisent ChatGPT non pas directement, mais comme un outil intermédiaire. On a eu par exemple un exemple de Converso qui a montré 2 utilisations intéressantes de ce modèle de langage au niveau des centres de contact en faisant un intermédiaire. Il peut être utilisé par exemple dans l'interface du conseiller pour suivre toute la conversation et lui donner de manière encore meilleure des propositions de réponses automatisées et avec une formulation. Ou au niveau de l'interface du conseiller, le conseiller il va lire les questions par exemple envoyées par mail d'un client et il va n'écrire que la réponse technique de ce qu'il veut envoyer au client en donnant les informations précises de ce qui est nécessaire de faire pour pouvoir répondre au client. Et à ce moment-là, ChatGPT va être utilisé pour embellir et mettre en forme la réponse du conseiller. Donc le conseiller va écrire une phrase et ChatGPT, lui, va ajouter là-dedans de l'empathie, un message un peu plus clair s'il doit décrire en plusieurs étapes parce qu'il a la connaissance et formater ça correctement pour pouvoir être prêt à envoyer au client. Il est important dans ce cas-là d'avoir toujours une relecture de la part du conseiller, puisqu'on a vu, il peut y avoir des dérives du modèle. Une autre utilisation de ces modèles de langage peut être autour du résumé, car c'est des modèles qui sont très forts pour résumer une idée et pour synthétiser quelque chose. Et donc là, Converso a montré aussi un exemple d'utilisation où il va reprendre tout l'historique d'un chat avec un conseiller et plutôt que de stocker toute cette information-là, il va en extraire un résumé pour enlever tout ce qui est non intéressant au chat et pouvoir compléter notre base de données de connaissances avec la réponse du conseiller, mais de manière vraiment simple et efficace. Un autre exemple qui a pu être démontré durant le salon de la relation client, c'est par Eluin. Eluin est une société qui est spécialisée surtout sur l'intelligence artificielle en français. Donc, elle est capable de faire aussi les autres langues, mais elle est beaucoup plus travaillée et entraînée sur des informations en français, ce qui lui permet, notamment par exemple en traduction en speech to text, d'être bien plus performant qu'un modèle standard de reconnaissance vocale grâce à cet entraînement sur la langue française.
Et Luyne, de la même manière, propose des solutions d'intégration de ces IA dans l'interface du conseiller, soit en faisant du translate de boîte vocale, soit en conseillant des réponses, soit en faisant de la détection de mots-clés en synthétisant en tout cas le contenu du message du client pour une réponse plus efficace et plus rapide. Voilà, en tout cas, la manière dont pour nous il est le mieux d'intégrer ces chats-là, c'est toujours comme un outil intermédiaire. On le voit là entre le conseiller et le client. C'est-à-dire que le conseiller va utiliser ces outils-là pour gagner du temps, pour éviter des tâches rébarbatives, ce qui va nous permettre d'éviter, par exemple, des fautes d'orthographe parce que ChatGPT est très bon pour ne pas faire de fautes, et pour améliorer les réponses avant de les envoyer au client. Il va y avoir quand même certaines limites à ça aussi, car faut être quand même assez lucide autour de ça. L'idée va être de simplifier et de travailler avec le conseiller autour de ces IA-là, mais vraiment pour améliorer son travail. Une autre chose qui risque d'arriver dans les mois et dans les années à venir, c'est au niveau des IA, c'est que les prochaines, on voit déjà que ChatGPT génère énormément de données sur Internet. Il y a des personnes qui l'utilisent pour générer des pages web complètes et dans les années à venir, ça risque d'être exponentiel. Donc, un des soucis qu'on va voir émerger, et là, ça va être plutôt un problème technique, c'est que les nouvelles IA qui vont être entraînées sur des données vont être entraînées sur des données qui ont été générées par des IA, et ainsi de suite. Et ça a tendance, il a été démontré très récemment en juin, que des IA peuvent devenir bêtes à cause de ça, parce qu'elles ressassent toujours des informations qui ont été pré-mâchées par d'autres IA. Donc ça peut être une des limites, c'est que quand vous générez une FAQ dans votre société par une IA et que derrière vous entraînez votre IA sur cette FAQ-là, il va y avoir une perte d'informations et de choses vraiment intéressantes. Une deuxième chose qu'on va pouvoir voir émerger dans les mois à venir, c'est l'intégration dans nos outils du quotidien au niveau de nos réunions, de nos chats, de nos conférences. C'est Microsoft, par exemple, qui intègre déjà les technologies d'OpenAI dans ses outils. Donc, Microsoft va vous proposer de formater, de créer des slides de manière automatique, du texte dans des Word, et surtout, par exemple, vous allez écrire un mail de la même manière que le conseiller dont je vous parlais avant. Le conseiller va écrire, vous allez écrire juste de manière synthétique ce que vous voulez dire dans le mail, et vous allez utiliser l'IA pour en faire un mail bien formaté parce que c'est en direction d'un chef et que vous voulez que ça soit bien expliqué et avec les mots d'usage et autres. Et donc, vous allez transformer un texte d'une ligne en une vingtaine de lignes. Et inversement, on va arriver un de ces jours à ce que, à l'opposé, votre chef va recevoir ce mail-là et va utiliser une IA pour passer de 20 lignes qu'il n'a pas envie de lire à un résumé en une ligne de ce qui est important. Donc, vous voyez, il va y avoir une génération de contenu dans les deux sens et l'utilisation des IA dans les deux sens qui va être vraiment peu productive et très consommatrice pour pas grand-chose. Mathieu, Ouais, je vais il est conclure du coup 12h30. parce OK. qu'il est Et 12h30. après, il y a juste 3 questions, on essaiera de finir rapidement. Tout à fait. Du coup, quelles en sont les conclusions de ça? C'est qu'aujourd'hui, on a vraiment trois grosses limites aux IA. La première, c'est le manque de contrôle, c'est-à-dire que l'IA va prendre des initiatives et on va avoir du mal à le contrôler parce que c'est une boîte noire. La deuxième chose, c'est que elle n'est pas encore prête et heureusement à remplacer l'humain. Clairement, on en a encore un bon step pour qu'elle remplace l'humain, notamment au niveau du self-care pour automatiser les tâches. Il y a beaucoup de travail à faire derrière pour pouvoir les intégrer, c'est pas si simple. Et enfin, le coût. Le coût de ces IA, aussi bien au niveau argent, car les appels API pour interroger ces bots peuvent vite exploser, et le coût aussi en
énergie et en écologie derrière. Aujourd'hui, l'informatique représente déjà l'équivalent de l'aviation publique en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a peu de chiffres précis sur l'utilisation de ces chatbots comme ChatGPT, mais on parle de 10 à 20 fois, voire 100 fois dans certains chiffres, d'utilisation pour une requête Google. Donc, si on commence à utiliser ça de manière aussi forte et aussi développée que l'on utilise aujourd'hui Google avec des milliards de requêtes par jour, on risque d'avoir de gros soucis dans l'avenir. En tout cas, ce qu'a apporté OpenAI avec ChatGPT et ces nouvelles IA, parce que là, on a vraiment focus sur les IA de génération de texte, mais il existe la même chose sur les images et sur la musique, c'est que ça a amené une grosse hype autour de ces technologies-là et qu'en 6 mois, on a vu les investissements exploser autour de l'IA. En tout cas des startups autour de l'IA qui du coup prennent ces outils-là pour en faire des produits, et c'est ça qu'on va voir arriver dans les mois à venir. On a pu déjà voir depuis janvier à aujourd'hui que ça a énormément évolué. Encore en avril, Facebook avait livré à la communauté son propre modèle de langage qui s'appelle Llama. Et en quelques semaines, des utilisateurs ont pris le plus petit modèle de Llama et ont réussi à le porter en local sur un téléphone portable. Et c'est ça pour moi le vrai avenir et ce sur quoi il faut avoir une vision dans les semaines, dans les mois à venir, c'est que l'évolution des technologies va faire que bientôt on va pouvoir en entreprise avoir sur nos serveurs privés notre propre intelligence artificielle qui aura été une fois entraînée à parler, qui aura été renforcée, comme on l'a vu, sur les propres données de l'entreprise pour bien connaître son contexte et pour limiter les débordements justement de ces IA et avoir une vraie réponse aux conseillers. Donc, on va pouvoir éviter tous les problèmes de RGPD, comme on a pu avoir en Italie avec ChatGPT qui avait été bloqué parce qu'on n'est pas sûr de l'utilisation quand on est fait des données derrière. Et donc, en ayant un modèle d'IA qui est pré-entraîné et qu'on va pouvoir renforcer sur nos propres données, sur nos serveurs privés, on va doucement arriver à un genre de module à notre centre de contact en plus, qui va nous permettre de pouvoir ajouter un chatbot qui est cette fois-ci réellement intelligent et qui va pouvoir répondre aux questions, et en l'intégrant de la meilleure manière possible pour avoir des actions automatisées derrière. Donc voilà pour moi la vision de là où on va aller avec ces IA génératives et comment on va pouvoir les intégrer par la suite. Du coup, on en arrive aux questions. Merci beaucoup Mathieu. J'en profite pour, avant les questions, d'indiquer qu'il y a une dernière question pour le sondage, hein, comme vous avez pu le voir, pour donner votre perception de ce webinaire. Il y a 3 questions. Tu veux que je les lise, Mathieu? Non, du coup, je vais les prendre directement. Donc, est-ce qu'il serait possible de contextualiser l'apprentissage par l'ingestion de procédures de l'entreprise, par exemple? Oui, en partie, en tout cas. Donc, comme on a vu, le renforcement se base sur des données spécifiques générées par l'humain. Et donc, les dernières technologies, justement, autour de ces modèles de langage permettent d'ajouter, en quelque sorte, du renforcement sur les modèles existants. Donc, on va pouvoir prendre des modèles qui savent déjà, type ChatGPT, mais peut-être un peu plus léger, répondre en tout cas de manière correcte en français et comprendre le contexte. Et on va pouvoir réentraîner ces IA spécifiquement sur des données, sur une FAQ. Et on pourrait, par exemple, l'entraîner sur l'ensemble des chats, des conversations retranscrites en texte des 5 dernières années dans notre entreprise pour qu'elle emmagasine l'ensemble des informations de nos process, de nos manières de répondre. La limite autour de ça va être le contrôle qu'on va pouvoir effectuer derrière. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu, ça reste une boîte noire, donc même si elle est spécifiquement entraînée, ces réponses peuvent aller un peu trop loin par rapport à ce qu'on veut pouvoir bien lui répondre, et elle pourrait être engageante.
Une autre question, sera-t-il possible de voir le prompt donné à ChatGPT lors de la démo? Oui, il n'y a pas de souci. Je peux l'ajouter. Alors, Ça va être faudrait un peu juste juste, je me pense, du coup. confirmer. Je sais pas, non, bah, pas là maintenant, mais en tout cas l'ajouter Ouais. au contexte de l'enregistrement. Je sais pas si on peut y mettre du texte dessus. En tout cas, par simple On va contact, je peux essayer. vous donner l'exemple du prompt. Il y avait une deuxième démo qui aurait pu être faite, mais par manque de temps, on l'a pas faite, qui du coup était un prompt similaire, mais qui avait pour objectif de faire du marketing et du commercial en tout cas, de vendre un produit et de récupérer toutes les informations nécessaires pour soumettre une proposition, une offre au client. Et enfin, en termes de sécurité, comment aborder un projet d'intégration d'une IA au sein d'un SI interne? Alors, de ma vision aujourd'hui, il faut se tourner non pas sur des IA généralistes comme les ChatGPT, mais plutôt s'orienter vers des entreprises spécialisées avec des IA et des modèles d'IA vraiment spécifiques qui, eux, vont pouvoir vous permettre d'avoir une certaine garantie sur les données et sur la confidentialité de ces données. Euh, et justement, comme on a pu en discuter, ces IA vont s'améliorer et on va arriver à des modèles d'IA qui vont pouvoir être hébergés sur nos serveurs locaux, là où aujourd'hui il faut un data center entier pour les faire tourner. Donc pour moi, dans les mois à venir, d'ici la fin de l'année, on va avoir des modèles qu'on va pouvoir installer et entraîner sur nos propres données sur des serveurs privés. Et un deuxième chat GPT qui contrôle la réponse du premier chat GPT pour éviter les réponses libres. En effet, c'est déjà ce qui est fait dans certaines pratiques ou en tout cas dans certains tests, qui est une IA qui contrôle l'IA pour éviter les dérives. Alors pour l'instant, c'est encore pour ce que j'en ai vu en termes plutôt de l'expérimentation. On pourrait le faire en phase de test, en tout cas en interne, hein, en faisant passer les interrogations dans les deux sens. Et là, c'est un vrai travail de prompt qui est à peaufiner et à travailler beaucoup. Je l'ai passé rapidement, mais ce travail de prompt aujourd'hui est vraiment le cœur de l'utilisation de ces modèles de langage. Les API en elles-mêmes sont assez simples à intégrer. J'ai pu intégrer la partie API qui est assez standard à Genesis Cloud en 1 heure. C'est plutôt la partie prompt qui a été compliquée à travailler pour que il ne réponde pas tout seul, qu'il ne joue pas le rôle du client, par exemple, qu'il réponde correctement, qu'il me fasse la synthèse à la fin. L'intégration native dans Genesis Cloud et Nice de ChatGPT, j'imagine que non, parce que c'est un modèle de langage très large. Par contre, bien sûr, Nice et Genesis et d'autres technos comme Zendesk travaillent avec des IA, mais plutôt des IA qui vont être dédiées et spécialisées dans leur propre outil. Et j'ajouterais qu'il faut faire attention à l'intégration trop rapide et facile de ces IA, en tout cas en termes de factures. Vous allez pouvoir arriver à plusieurs milliers d'euros de factures à la fin du mois si vous ouvrez ça à tous vos clients en mode libre, puisque chaque appel API coûte pas très cher, mais quand vous en avez, comme c'est au nombre de mots générés, vous pouvez vite arriver à des dizaines de centimes par client. Si les clients en abusent, vous risquez d'avoir des fortes dérives. Voilà. On est en attente en effet de voir un peu ce que va sortir Genesis Cloud et Nights comme produit un peu fini pour pouvoir intégrer. Ils ont déjà des IA qui permettent de reprendre l'ensemble des données qui ont été générées par chat et par appel, notamment dans Genesis Cloud. On peut créer un moteur d'intention autour de ça. Ça reste autour du moteur d'intention et le langage naturel est encore très très loin d'être un chat GPT. Mais bien sûr, j'imagine que dans les mois à venir, des nouvelles solutions vont arriver. J'ai vu encore ce matin que Genesis faisait une conférence en juillet sur les avancées à venir autour des IA sur Genesis Cloud.
Voilà. J'ai déjà bien dépassé. N'hésitez pas en tout cas à nous envoyer vos questions si vous en avez d'autres. On sera un plaisir d'y répondre, de continuer la discussion potentiellement individuellement si il y a des choses qui vous intéressent autour de ça. Encore une fois, c'est pas une boule de cristal qui nous dit comment ça va évoluer dans les mois à venir, mais plutôt ma vision et la vision de Valo autour de ces intelligences artificielles. Mais je pense qu'il y a des belles choses qui vont en découler dans les mois à venir. Un grand merci Mathieu, de la part de tous, hein, je pense. C'était très intéressant et bravo pour la qualité du travail réalisé.